Hello et bienvenue dans Her Story. Anne Boleyn est née en en fait, on sait pas trop quand est-ce qu'elle est née. Soit en 1501, d'après les historiens, soit en 1507, d'après d'autres. Les sources nous feraient pencher plus pour 1501, d'après par exemple une lettre que Anne Boleyn aurait envoyée en duché de Bourgogne, pour y travailler en tant que demoiselle d'honneur de Margaret d'Autriche. Margaret of Austria, si vous préférez. Il était courant à l'époque que les jeunes filles de la noblesse partaient à l'étranger, dans des cours étrangères d'Europe, pour y parfaire leur éducation. In order to be finished. En Bourgogne, Anne apprend donc à être une parfaite fille de cour, à chanter, danser, jouer de la musique, un troubadour en somme. Elle apprit à jouer du luth. Tous ces savoir-faire étaient, selon l'époque, importants pour une jeune fille pas très agréable à regarder, mais qui voulait quand même briller en société. Heureusement pour Anne, elle avait tous les attributs. Elle avait même tous les talents, et un petit peu trop. Elle parlait couramment le français, elle connaissait le grec et le latin, elle s'intéressait à la musique et à la peinture. Elle devint même une patronnesse des arts pour des peintres comme Hans Holbein le Jeune. Il était très rare pour une jeune fille qui n'était pas de sang royal d'être aussi bien éduquée. À l'époque, très peu de femmes de la noblesse savaient lire et écrire. Anne est donc une exception dans ce système culturel dirigé par des hommes qui pensent que l'éducation des femmes est aussi inutile que dangereuse. Un penseur de l'époque, Juan Luis Vives, écrit que les femmes sont l'instrument du diable et non celui du Christ. Et qu'une femme qui pense seule pense forcément comme le diable. Un an après, Anne est envoyée à la cour de France, dans l'antichambre de la reine Claude, pour y être encore une fois demoiselle d'honneur. La reine Claude, l'épouse de François Ier. Pendant qu'Anne parfait son éducation, c'est-à-dire apprend à être une parfaite French woman, sa sœur Mary poursuit elle son éducation en devenant très très proche du roi himself. Il donne même un adorable surnom à Marie en la surnommant sa jument anglaise. His English mare. Classe. Il est dit aussi que Anne se rapproche beaucoup de la sœur du roi, Marguerite d'Angoulême, qui est elle-même une illustre femme de son temps, patronne de Rabelais et autres fifrelins de lettres. Anne reste à la cour de France pendant 7 ans. 7 ans durant lesquels elle parfait son éducation et acquit de nombreuses armes qui allaient être fatales à un certain Henri VIII d'Angleterre, Henry VIII of England. En 1521, Anne est donc rappelée sur le sol anglais pour entrer dans le marché matrimonial. Bah ouais, fallait bien la marier celle-là, hein, qu'est-ce qu'on allait en faire sinon? Par le truchement des arbres généalogiques et des intrigues familiales pour d'obscurs titres de noblesse, Anne est dans un premier temps promise à un lointain cousin, puis on ne sait pas trop pourquoi, elle est envoyée à la cour d'Angleterre. À la cour d'Angleterre où elle fait un peu tâche parmi les autres roses anglaises. En effet, Anne, à l'époque, ne correspondait pas du tout au canon de beauté esthétique de la Renaissance. C'est-à-dire blonde, à la peau pâle et aux yeux bleus. Anne, elle, a le teint mat, elle est brune et elle a les yeux noirs. Elle était exotique pour la cour d'Angleterre. Et elle ne tarda pas à attirer l'attention d'un certain Lord Percy, qui renonça très vite à faire quoi que ce soit, puisque Anne n'était qu'une roturière et qu'il n'allait pas se vautrer dans la boue avec cette gourgandine. Anne était de trop basse extraction, et le mariage n'eut pas du tout lieu. Not a good match. Il est aussi dit, selon certains chroniqueurs de l'époque, qu'il y aurait eu un petit crush entre Anne et le poète de cour Thomas Wyatt, un autre jeune freluquet de Bac L.
Mais là encore, les sources ne sont pas sûres, on ne sait pas vraiment. Il aurait écrit ces quelques lignes à propos de Anne. Bah. If thou ask whom, sure since I did refrain, brunette that set my wealth in such a roar, the unfeigned cheer of Phyllis hath the place that brunette had, she has and never shall. So romantic. Par contre, là, il y a des écrits qui subsistent et qui ont été authentifiés. Les lettres de Henri VIII à Anne Boleyn. Bien qu'il détestait écrire, Henri écrivit 17 lettres à Anne Boleyn et lui offrit de nombreux cadeaux. Bijoux, robes, trophées de chasse. Ah, merci pour le cadeau de lapin. C'est romantique. La passion du roi, on dirait même l'obsession du roi, commença aux alentours de 1525, alors qu'il avait 34 ans et qu'il était marié à femme numéro 1, à la première d'une longue liste d'épouses, Catherine of Aragon, Katharina de Aragon, si vous préférez. Entre fausses couches et accouchement d'une fille, quelle idée aussi d'accoucher d'une fille, Mary, la future Bloody Mary, le couple royal battait de l'aile. Et Henri ne tarda pas à prendre maîtresse. Parmi elles, la propre sœur de Anne, Mary, qui avait déjà couru les remparts de la cour de France. Au moment où Henri montre un intérêt affiché à Anne, elle décide de quitter la cour et de prendre l'air dans la maison, enfin le château familial de Hever. La petite Maline voit déjà le côté pervers narcissique de Henri et décide d'adopter la stratégie du « suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis ». 17 lettres donc subsistent encore, 9 en français et le reste en anglais. Celles de Anne ont été détruites, mais celles de Henri existent toujours et sont un véritable témoignage de l'esprit et la fougue du roi envers Anne. Je vous en lis un extrait. Antoine, est-ce que tu peux me jouer un air de Jean-Michel Lover au piano, s'il te plaît? Merci. Ma mestre et amie, moi et mon cœur se mestent en vous mains, vous suppliant les avoir pu recommander à Bain, ce seront grandes pitiés, car l'absence leur fait assez, et plus que j'aime n'eussent pas assez, en nous faisant remontevoir, tant plus éloigné le soleil, et nonobstant plus fort vent. Ainsi fait-il de notre amour, car père absent nous fûmes éloignés, et nullement elle garde sa faveur et moins de notre choix de thé. Donc, 3 ans de correspondance, 3 ans d'amour épistolaire, où on voit l'amour, la passion évoluer en même temps que la storyline du divorce d'Henri avec sa première femme. Je vous épargne l'histoire, il y a toute une histoire comme quoi Henri se serait servi du fait que Catherine avait épousé son frère Arthur en première noces, mais que Arthur était mort, alors Henri s'était marié avec Catherine, et donc il se sert de ça parce que ça enfreint une loi de l'église, comme quoi un homme n'a pas le droit d'épouser la première femme de son frère, et même si Arthur et Catherine n'avaient pas vraiment consommé le mariage parce que Arthur trop... Henri se sert de ça pour essayer de faire annuler son mariage avec Catherine, mais le pape refuse. Parce que, déjà d'une, ça se fait pas divorcer, hein, voilà quoi. Parce que il est aussi le pape sous la coupe du royaume d'Espagne, d'où vient Catherine d'Aragon, fille de Ferdinand d'Aragon. Et en même temps, elle est la tante de Charles Quint qui pèse vachement dans le game à cette époque. Et en plus... le vil pourceau. Il invoque aussi le fait que Catherine n'est pas capable de lui donner un fils, ne lui a pas donné d'héritier mâle. Alors ça fout mal pour la lignée. Bref, Henri cherche tous les prétextes pour divorcer d'avec Catherine. Et il n'obtient pas le divorce. Il prend alors une décision qui va changer à tout jamais le destin de l'Angleterre, et même du monde. Il rompt avec le pape et se déclare chef de sa propre église en 1532. L'église anglicane est née. L'homme qui avait été jadis nommé Fidei Defensor pour avoir écrit un pamphlet contre un certain Luther adopte maintenant ses idées. Henri VIII
adopte donc des idées qu'il avait précédemment insultées. Le schisme rapporte aussi beaucoup d'argent et de pouvoir à la couronne d'Angleterre, notamment avec la dissolution des monastères. Et tutti quanti. Henri VIII épouse secrètement Anne en 1533 alors qu'elle est enceinte. Anne est maintenant vue par le Vatican et donc par tous les catholiques du pays comme une gourgandine, comme une Agrippine, comme une Jézabel, comme l'autre femme. Car il est dit que ce serait Anne qui aurait présenté au roi Henry VIII, au roi Henri VIII, les idées luthériennes, à force de lire ces bouquins de bonnes femmes là. Anne est couronnée le 1er juin 1533 et Henri attend énormément d'elle. Après tout, il a divorcé d'avec sa première femme, il a rompu avec le pape, donc la moindre des choses, ce serait peut-être de lui apporter un héritier mâle. Hélas, ou heureusement pour l'Angleterre, Anne lui donne une fille qu'elle nomme Elizabeth. Il faut savoir qu'Henri VIII était obsédé par sa descendance, un peu comme Godefroy Amaury de Malfette, comte d'Apremont et de Papincourt, vassal du roi Louis VI le Gros de Montmirail, cascadeur, catcheur et pilote de rallye. Henri VIII attendait donc de Anne, comme toute bonne femme de son temps, qu'elle lui donne un fils. Or, comme sa précédente rivale, Anne échoua et se retrouva dans une position très inconfortable où non seulement elle ne craignait même plus le divorce, mais elle craignait pour sa vie. Elle s'était fait de nombreux ennemis à la cour, des ennemis politiques, et une autre femme entra en scène. Jane Seymour, donc la numéro 3, pas l'actrice. Alors que Anne, brune aux yeux noirs et d'une intelligence exceptionnelle, Jane, elle, selon les sources, était une blonde effacée qui savait à peine lire et écrire. Ouais, je sais, je suis team Anne. Elle s'était aussi attiré les foudres de l'un des conseillers les plus proches du roi, Thomas Cromwell. En 3 semaines, Anne fut jugée pour adultère, sorcellerie, un classique. Fallait bien trouver un prétexte, parce que si Henri disait juste « Bah, elle a pas réussi à me donner un enfant avec Azizi », 5 hommes, dont le propre frère de Anne, parce que, ah oui, l'un des chefs d'accusation c'était aussi l'inceste, furent décapités, et Anne 2 jours après. Alors, petite anecdote à pas piquer des hannetons, l'exécution de Anne fut reportée à 2 jours, parce qu'on lui avait accordé une exigence, celle d'être décapitée à la française, c'est-à-dire à l'épée, plutôt qu'à la hache, comme les 5 autres bolosques qui avaient été exécutés avant elle. Le seul bourreau qui savait faire ça habitait à Calais, et donc il a dû traverser la mer pour se rendre jusqu'à Londres et pouvoir, snip, décapiter Anne avec une belle épée. Il s'écoula donc 2 jours, le temps que le bourreau vienne, 2 jours durant lesquels Anne était emprisonnée à la Green Tower de la Tour de Londres. Anne Boleyn fut à l'origine de nombreux bouleversements irréversibles pour l'histoire de l'Angleterre. En plus d'être la mère d'une des monarques les plus illustres du pays, elle fut aussi mécène, patronne des arts, et elle contribua à l'émergence des idées de la réforme protestante. En tant que reine consort, elle n'avait pas de pouvoir politique réel. Une femme, durant la Renaissance, ne pouvait pas avoir ce genre de pouvoir. La Renaissance, un temps où les croyances populaires et religieuses dominaient l'esprit des gens, assez pour leur faire penser qu'une femme était inférieure aux hommes. Heureusement, ces temps ont changé, non ? Quelque temps après, Henri VIII vit son rêve d'illustre descendance réalisé à travers le couronnement de l'un des plus illustres monarques d'Angleterre, Elizabeth I. Une fille